Vous regardez Al24 News, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite les titres. À la une, les chefs d'État se succèdent sur la tribune de l'ONU à New York où se déroule la 78e session ordinaire de l'Assemblée générale. Le discours du président Tebboune est attendu dans la soirée. Agenda chargé pour le président algérien à New York. Abdelmajid Tebboune s'est entretenu mardi matin avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Et en Libye, les travailleurs de l'assainissement continuent à enterrer les victimes des inondations meurtrières de Derna, alors que l'Organisation mondiale de la santé tente de rassurer sur les risques sanitaires. Échange de prisonniers entre l'Iran et les États-Unis comme convenu. Les ressortissants iraniens et américains sont rentrés chez eux. Bonsoir à toutes et à tous. Poursuite des réunions de haut niveau de la 78e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Plus de 140 dirigeants du monde devront se succéder à partir de ce mardi à la plus prestigieuse des tribunes mondiales avec le débat général. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a d'ailleurs décrit à l'ouverture de cette assemblée un monde fragmenté, miné par la guerre, en citant le conflit russo-ukrainien et qui a de graves répercussions pour tout le monde. Mais les conflits concernent aussi de nombreux pays, notamment le Soudan, la République démocratique du Congo ou encore Haïti. Le président algérien Abdelmajid Tebboune prend part à la semaine de haut niveau de cette 78e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU. Avant de prononcer un discours prévu ce mardi soir, le président algérien a eu d'intenses activités depuis samedi à New York, comprenant des rencontres, des entretiens avec nombre de chefs d'État. Ainsi, il s'est entretenu au siège de l'Organisation des Nations Unies avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. En Libye, un peu plus d'une semaine après que la tempête Daniel ait ravagé la ville de Derna, les travailleurs de l'assainissement continuent à enterrer les victimes de ces inondations meurtrières. Les images sont frappantes. On y voit des hommes en combinaison blanche priant sur les corps avant leur enterrement. Le maire de Derna estime que plus de 20 000 personnes sont décédées. Et face aux craintes d'apparition d'éventuelles épidémies, l'Organisation mondiale de la santé tente de rassurer, écartant pour l'heure la propagation de maladies dues aux cadavres retrouvés chaque jour. La menace sanitaire proviendrait plutôt, selon l'OMS, des survivants s'ils n'ont pas accès à l'eau potable et à une nourriture saine. Beaucoup de gens se concentrent sur les cadavres qui ont commencé à se décomposer dans certaines régions. Je dois dire qu'il n'y a aucune preuve pour étayer le fait que les cadavres transmettront des maladies. La seule possibilité est que ces morts soient porteurs de certaines maladies transmissibles comme Ebola, le choléra et des maladies comme celle-ci n'existent pas en Libye. C'est une catastrophe nationale. Il y a très peu de chances que ces corps soient déjà infectés par des agents hautement pathogènes. L'Agence nationale libyenne pour les ponts et les routes a déclaré ce mardi que les inondations ont endommagé 70% des infrastructures dans les zones touchées. L'agence a également indiqué que 50% des routes ont été ravagées. Des routes alternatives ont par ailleurs été ouvertes dans les zones sinistrées. Et la crise au Niger s'invite à l'Assemblée générale des Nations unies. Le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, l'a évoqué à New York en exposant les priorités des États membres de l'UE. Il a notamment plaidé pour des solutions africaines aux problèmes africains. We also express again our solidarity. We insisted on the idea that we need Africa solutions for African problems. Nous avons insisté sur l'idée qu'il faut des solutions africaines aux problèmes africains.
Et nous sommes prêts à soutenir davantage l'Union africaine et la CEDEAO. Nous réaffirmons également notre soutien au président Bazoum et saluons son courage et sa détermination. Cela fait presque 2 mois que le président Bazoum résiste sans électricité, entouré de son ancien garde, ne voulant pas démissionner parce qu'il considère, et il est, l'autorité légale au Niger. Crise au Soudan, les Nations Unies ont tiré ce mardi la sonnette d'alarme. Plus de 1200 enfants de moins de 5 ans sont morts de rougeole ou de malnutrition dans les camps de réfugiés soudanais depuis le début du conflit dans le pays, tandis que des milliers d'autres, y compris des nouveau-nés, risquent de mourir avant la fin de l'année. Un rapport onusien glaçant, écoutez. More than 1,200 refugee children under 5 have died in 9 camps. Plus de 1200 enfants réfugiés de moins de 5 ans sont morts dans 9 camps entre le 15 mai et le 14 septembre. Cela est dû à la combinaison d'une suspicion d'épidémie de rougeole et d'une forte malnutrition. Plus de 3000 cas suspects de rougeole ont été signalés au cours de la même période et nous avons également observé plus de 500 cas suspects de choléra dans d'autres régions du pays. Cela combine une situation où nous constatons également la dengue et le paludisme dans un contexte qui accélère le risque épidémique et les défis pour son contrôle. En raison du mépris cruel envers les civils et les attaques incessantes contre les établissements de santé, l'UNICEF craint que plusieurs milliers de nouveau-nés ne meurent d'ici la fin de l'année. 333 000 enfants naîtront au Soudan entre octobre et décembre. Eux et leurs mères, comme vous l'avez entendu, ont besoin de soins d'accouchement qualifiés. Dans un pays où des millions de personnes sont prises au piège, des millions n'ont pas accès à ces services de santé de base et où il y a bien sûr de graves pénuries de fournitures médicales. De tels soins deviennent de plus en plus fréquents, de moins en moins probables de jour en jour. Je vous le disais en titre, de ressortissants iraniens libérés dans le cadre d'un échange de prisonniers avec les États-Unis ont atterri hier à Téhéran. Dans cet échange, 5 citoyens américains ont quitté l'Iran et ont atterri à Doha avant de partir pour les États-Unis. Cet accord comprend également le dégel de 6 milliards de dollars de fonds iraniens. Depuis 1 an et demi, plusieurs propositions ont été faites. Et si j'avais accepté ces propositions il y a 1 an et demi, j'aurais été libéré la même année. Là où nous étions emprisonnés, il n'y avait pas de fenêtre. Je n'ai pas pu voir le ciel pendant environ 10 ou 11 heures, ni la façon dont ils nous ont traités. Les États-Unis revendiquent les droits de l'homme. Ce dont ils parlent est complètement différent de la réalité. Les 5 citoyens américains sont d'ailleurs eux aussi arrivés aux États-Unis. On le voit sur ces images. En descendant de l'avion, ils ont été recueillis par leurs familles et leurs amis avec des sourires, des rires et une émotion visible, comme le montrent des séquences vidéo de l'aéroport. Écoutez. De son côté, lors d'une conférence de presse, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nassar Kanani, s'est exprimé sur les sanctions continues imposées par les États-Unis à l'Iran, déclarant, je cite, qu'elles constituent une violation des droits de l'homme, démontrant l'hypocrisie et la double norme du gouvernement américain. Ces sanctions sont un exemple clair de la violation par les États-Unis de la liberté d'expression et de la liberté d'information. Elles reflètent la politique du gouvernement américain qui est plein de fraude, d'hypocrisie et de deux poids, deux mesures. D'une part, ils en parlent beaucoup sur la soi-disant liberté d'expression et la liberté d'information. D'un autre côté, ils sanctionnent les médias iraniens qui visent à transmettre des informations. Dans le reste de l'actualité, des dizaines de colons sionistes ont pris d'assaut ce mardi la mosquée Al-Aqsa, Al-Quds occupée par la porte des Maghrébins et sous haute protection des forces sionistes. Les colons ont effectué des rituels talmudiques ainsi que des actes de provocation dans la sainte mosquée.
La Russie a exhorté ce mardi l'Arménie et l'Azerbaïdjan à mettre fin aux effusions de sang dans la région séparatiste du Haut-Karabakh, où l'Azerbaïdjan a entamé des frappes d'artillerie massives. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré que Moscou était préoccupé par cette escalade et que les soldats russes de maintien de la paix dans la région poursuivaient leur mission. Nous recevons des informations à ce sujet, début de l'opération Azeri au Haut-Karabakh, de diverses sources. Nous sommes profondément préoccupés par la forte escalade de la situation au Haut-Karabakh. La Russie encourage vivement les parties en conflit à mettre un terme à l'effusion de sang, à cesser immédiatement les actions militaires et à revenir à un règlement politique et diplomatique. Les députés espagnols peuvent utiliser à partir de ce mardi le catalan, le basque ou encore le galicien dans leur hémicycle. Une décision qui n'a pas suscité la joie du parti d'extrême droite Vox. Mené par leur leader Santiago Abascal, on voit les députés déposer leurs écouteurs de traduction et quitter la session pour protester contre l'approbation de ce projet de loi. Les responsabilités de la Chine et de la Russie en tant qu'acteurs incontournables pour le maintien de la stabilité mondiale et la promotion du développement ont été soulignées par le ministre chinois des Affaires étrangères. Wang Yi s'exprimait à Moscou lors d'une réunion avec le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov. Le torchon brûle entre l'Inde et le Canada après l'assassinat d'un leader sikh et citoyen canadien près de Vancouver le 18 juin dernier. L'Inde a ordonné à un diplomate canadien de haut rang de quitter le pays ce mardi, quelques heures après l'expulsion par Ottawa d'un diplomate indien. Devant le Parlement, le Premier ministre canadien Justin Trudeau affirmait qu'il existait des éléments crédibles sur l'implication de l'Inde dans l'assassinat du séparatiste sikh, considéré en Inde comme un terroriste. New Delhi a de son côté dénoncé des accusations absurdes. L'armée américaine a annoncé avoir retrouvé les débris d'un avion de combat furtif F-35 recherché depuis environ 24 heures sur la côte est du pays. Le pilote s'étant éjecté dimanche après-midi pour une raison encore inconnue. Les autorités de la Caroline du Sud avaient appelé les habitants à les aider à localiser la précieuse épave. Au moins 25 personnes sont mortes et plus d'une trentaine ont été blessées dans un accident d'autocar survenu dans la nuit de dimanche à lundi dans le sud du Pérou. L'autocar qui transportait plus de 50 passagers a quitté la route puis a chuté dans un ravin. Des images montrent le bus endommagé couché sur le côté près d'une rivière en contrebas du ravin, des débris et des objets personnels éparpillés tout autour. Des températures particulièrement élevées accompagnées d'un vent chaud ont été enregistrées ce mardi sur le littoral oriental de l'Australie, faisant craindre des feux de forêt aussi dévastateurs qu'au cours de l'été 2019-2020. Les enfants de 21 écoles d'une région côtière située à 500 km au sud de Sydney ont été renvoyés chez eux. Pour football à présent, c'est le retour de la Ligue des Champions dès ce soir avec une première journée qui sera certainement chargée en rebondissements et sensations fortes. Pour l'acte 1 de la nouvelle saison européenne, le Paris Saint-Germain, toujours à la recherche d'un sacre européen, évoluera à domicile face aux Allemands de Dortmund. Faisal Salah. Les soirées européennes sont de retour avec la première journée de la Ligue des Champions. 32 équipes en lice pour la coupe aux grandes oreilles. La saison 2023-2024 sera certainement différente. Le début d'une nouvelle ère. Les têtes d'affiche ne sont plus les mêmes. Pas de Lionel Messi, sans Benzema, ni même Neymar. Sans la magie de l'Algérien Riyad Mahrez, même le pharaon égyptien qui est resté à Liverpool ne disputera pas les Champions cette saison.
16 matchs au programme de la première journée entre mardi et mercredi. Pour ce soir, 2 chocs à l'affiche. Dans le groupe F, le groupe de la mort. Milan joue en ce moment face à Newcastle et à partir de 20h, Paris Saint-Germain de Luis Enrique affrontera au Parc des Princes le Borussia Dortmund. Quand une personne, une équipe, un club est obsédé par quelque chose, ce n'est pas bon signe. Il faut être excité, avoir de l'espoir, de l'ambition, mais l'obsession ne fonctionne dans aucun secteur de la vie. Donc non, ce n'est pas une obsession. Nous sommes très excités, très motivés, très désireux de faire plaisir à nos fans et très impatients de commencer cette compétition. Nous sommes le Borussia Dortmund, nous avons notre propre façon de jouer, nos propres idées, et nous savons aussi que nous avons la qualité nécessaire pour menacer les équipes qui visent le titre de la Ligue des Champions. Nous l'avons prouvé à maintes reprises par le passé. Nous savons qu'il est toujours très important de commencer la phase de groupe par une victoire. C'est important pour Paris, mais c'est important pour nous aussi. C'est pourquoi nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour quitter le terrain victorieux. Le champion en titre Manchester City jouera à domicile face à Crvena Zvezda de Belgrade. Le Feyenoord de Zalgiris sera opposé aux Écossais du Celtic. Pour la soirée du mercredi, le choc est sans doute celui qui opposera Manchester United au Bayern Munich. Les stars sont attendues, Mbappé, Haaland, Vinicius, Pedri ou encore Musiala. La saison s'annonce longue et éprouvante avant de soulever la coupe la plus convoitée du vieux continent. Et avant de se quitter, je vous invite à regarder ces images d'un phénomène lumineux spectaculaire et rare. Les aurores boréales ont illuminé le ciel nocturne de la ville américaine de Crosby, dans le Dakota du Nord. Un paysage magique qui vaut le coup de passer une nuit blanche. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Al24 News. Au revoir.